Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Neuromancien est un roman de William Gibson. Il suit les déboires d'un anti-héros impliqué dans une enquête qui le mènera aux frontières du réel et du virtuel. Dans une aventure entre terre et espace, au cœur d'une lutte entre humanité et intelligence artificielle. Bien que ce roman semble ne receler rien d'exceptionnel pour un lecteur du XXIe siècle, il fait néanmoins partie de ces œuvres qui tiennent une place majeure dans l'histoire de la science-fiction et celle de nos rapports aux technologies. Si aujourd'hui cette place ne semble pas évidente, c'est que, d'une part, les sujets cyber, de réalité virtuelle et d'IA sont des thèmes récurrents dans la science-fiction, que l'on évoque la littérature, le cinéma, la bande dessinée ou les jeux vidéo. D'autre part, notre présent tente à rattraper la fiction. Ce qui semblait lointain il y a peu est en passe d'intégrer notre quotidien. Ceci étant dit, il est habituellement attribué à William Gibson, l'auteur de Neuromancien, l'invention du terme et du concept de cyberespace. Il est aussi dit que son œuvre est la première du mouvement artistique appelé cyberpunk, mais ces références sont vaines s'il n'est pas précisé que ce roman a été publié en 1984. Rappelez-vous, à cette époque, point de téléphone portable. Le Radiocom 2000, l'ancêtre de la téléphonie GSM, ne sera lancé qu'en 1986. Les réseaux informatiques interconnectés, on ne parle pas encore d'Internet, échangent des données à un débit de 56 kilobits par seconde. Il faudra attendre 1989 pour passer à 1,5 mégabits. Il faudra surtout attendre 1991 pour pouvoir consulter le premier site Internet et 1993 pour voir le World Wide Web quitter le giron des militaires et des scientifiques pour passer dans le domaine public. Alors oui, en 1984, William Gibson a fait preuve de génie quand dans son roman Neuromancien, il décrit ce qui, aujourd'hui, est pour ainsi dire notre quotidien. Sans rien dévoiler de l'intrigue, plongeons-nous dans l'œuvre de Gibson pour découvrir ou redécouvrir toute la puissance de son intuition là où, avant l'heure, il traite donc de cyberespace, de cyberespionnage, de traitement des données, d'interface humain-machine et d'intelligence artificielle. Avant Google, Facebook et Amazon, Gibson, dans son roman, commence par mettre en lumière que la richesse d'un monde qui se dématérialise est dans la donnée. À l'origine de nos sociétés, la richesse résidait dans l'accès aux ressources, les matières premières. Après la révolution industrielle, cette richesse devient valeur et dérive vers le savoir-faire et les capacités de production. Aujourd'hui, la valeur s'incarne dans la connaissance du marché et celle des acteurs, producteurs et clients, et dans les capacités de mise en relation. Une preuve ? Prenez Amazon. Sa puissance, sa richesse ne tient sur rien de tangible si ce n'est son réseau de fournisseurs, de toute taille et de clients, nous-mêmes réduits à l'état de données, coordonnées et transactions potentielles. L'autre domaine que Gibson explore est celui du traitement des données dans un réseau global. Plusieurs auteurs et nombre d'œuvres se sont essayés à cet exercice, sachant qu'il n'y a rien de moins figuratif qu'une infinité de 0 et de 1, le code numérique. On pourrait évoquer ici le film Tron de Steven Lisberger qui, en 1982 et grâce au talent visuel de Jean Giraud, nous proposait une première représentation de la virtualité sans le caractère subversif qu'y met Gibson et qui fera passer ce dernier à la postérité. Dans Tron, les données sont figurées sous des formes d'objets courants et les programmes sont des entités anthropomorphiques. Dans les derniers feux du millénaire précédent, en 1999,
Les Wachowski hallucinaient la planète science-fiction avec The Matrix, film dans lequel l'esprit humain, enfermé dans une symbiose humain-machine dérangeante, ne disposait plus de moyens de distinguer le réel du virtuel. Plus récemment, le film Ready Player One, 2018, s'appuie sur la culture geek pour donner forme au cyberespace. Là, les joueurs expriment leur goût au travers d'une liberté d'expression exacerbée, les interfaces et les multiples univers à la disposition des usagers étant sûrement dopés à grand renfort d'IA. Mais, bien avant tout cela, la proposition de Gibson est plus psychédélique, ou tout simplement subjective, dans la mesure où la psychologie de l'individu qui se connecte au réseau est convoquée dans la représentation que ce même individu va percevoir du réseau. Les systèmes qui gèrent le réseau global et en génèrent des représentations subjectives ont donc accès à la psyché des usagers. Les systèmes se servent de cette connaissance pour proposer à l'individu des figurations convaincantes, attrayantes, en faisant appel à l'intime. On aborde là un autre aspect des intuitions de Gibson, les enjeux de l'interface humain-machine. Et c'est peut-être dans ce domaine qu'il conserve le plus d'avance par rapport à la réalité. Que l'on parle de monde virtuel persistant, autrement dit de métavers, ou de réalité plus ou moins augmentée, il est évident qu'en matière d'interface, tout reste à faire. Qu'on soit enthousiaste ou non, il faut se rendre à l'évidence, les interfaces actuelles, Oculus Rift et autres Apple Vision en tête de liste, n'ont rien de léger, d'intuitif ou d'immersif. Ajoutez-y tous les contrôleurs que vous souhaitez, on demeure loin des expériences décrites dans le Neuromancien de Gibson ou celle de Ready Player One, le film de Spielberg adapté des romans d'Ernest Cline. Dans le roman Neuromancien, l'interface humain-machine se fait au moyen d'une connexion neuronale. Cette capacité de connexion est d'ailleurs un des moteurs de l'intrigue au début du roman. L'interface telle qu'elle est décrite évoque donc une immersion totale, l'opérateur, l'usager, allant jusqu'à perdre la conscience de son corps biologique. Ce que Gibson décrit est donc l'aboutissement de la réduction de la distance entre l'usager et le média, tant physique que psychologique. Marshall McLuhan, sociologue canadien, décrit cette relation dans son essai « Pour comprendre les médias, les prolongements technologiques de l'homme ». Il n'est pas question ici de convoquer les raccourcis simplistes utilisés pour évoquer les travaux de McLuhan. Il s'agit plutôt de traiter les outils numériques tels des extensions électromécaniques du corps de l'homme qu'ils sont, terme dont se sert McLuhan pour décrire et étudier les médias. Écrit en 1968, Pour comprendre les médias de McLuhan, ne tient aucunement compte des formes informatiques que vont prendre à l'avenir les traitements de l'information. Ainsi, dans son essai, la forme de média la plus technologique est la télévision. Mais déjà, on pressent une réduction de la distance physique et psychologique entre le média et l'usager. Historiquement, le message, l'information, le média se sont faits oraux, puis ils ont été écrits et puis codés pour demeurer confidentiels, ou bien encore binaires pour se dégager des contingences matérielles, tout ceci sans parler des capacités quantiques dont les implications sont encore à venir. Ces données sont portées d'abord par des moyens de force animale, puis mécaniques, électriques, hertziens et informatiques. C'est ainsi que les dernières évolutions des outils numériques continuent la petite histoire de cette réduction de la distance entre l'usager et le média qui aujourd'hui tend vers des mondes virtuels persistants. Les combinaisons haptiques permettent de ressentir physiquement le virtuel, la résistance à un effort, la chaleur ou la douleur. Il suffit là de repenser au méchant du film Ready Player One. Ces combinaisons semblent être une étape évidente dans l'évolution des interfaces humain-machine. L'interface neuronale telle que décrite par Gibson n'est pas pour autant si lointaine que cela de notre présent. Il suffit de se pencher sur l'ensemble des travaux qui portent sur la connexion entre l'humain biologique et les mondes numériques.
Elon Musk est un des plus grands promoteurs de ce genre de technologie. Son entreprise Neuralink a obtenu en février 2024 l'autorisation de l'administration américaine de réaliser un premier essai clinique sur un humain. À noter qu'en juin 2024, cette même autorisation a été suspendue à cause de complications inattendues lors des tests de la connexion du boîtier Neuralink sur un cerveau humain. Les motivations de l'entreprise de Musk sont pour l'heure médicales. L'implant Neuralink est censé pallier certaines déficiences neurologiques. Mais l'interface humain-machine immersive et totale reste en embuscade. Musk ne s'en cache pas. Donc, William Gibson pourrait bien voir de son vivant, en 2024 il a 76 ans, se réaliser la plus folle de ses intuitions. Pour finir, et en faisant l'impasse sur la question de l'IA qui est un sujet régulièrement traité dans ses chroniques, reste encore à évoquer un dernier thème qu'aborde le roman, la drogue. À propos de consommation de substances plus ou moins addictives, telles qu'elles sont évoquées dans Neuromancien, on pourrait prendre le raccourci qui consisterait à dire que Gibson a été excessif dans la description qu'il fait de ce thème. À moins qu'on ne fasse preuve d'un peu d'honnêteté en voyant dans ces pratiques compulsives et chimiques une métaphore de nos addictions contemporaines aux écrans, aux applications qui nous incitent à des pratiques elles aussi addictives. Aujourd'hui, la captologie étudie les outils d'influence et de persuasion des individus mis en œuvre par les opérateurs de nos applications au moyen de technologies numériques. Qui ne s'est pas interrogé sur le temps qu'il passe à swiper sur telle ou telle application, qui ne s'est pas interrogé sur l'impact de ces mêmes applications sur ses comportements. Donc, il semblerait bien que William Gibson ait là aussi visé juste, ce qui indiquerait la nécessité de se replonger dans ce roman. Un bon moyen de s'imposer, de porter un regard critique sur notre monde. Il n'a rien de si innovant que cela dans la mesure où voilà 40 ans, un auteur de science-fiction l'a très bien décrit. Il faut donc lire ou relire Neuromancien. Et parce qu'il n'en existe aucune adaptation cinématographique, il faudra donc faire usage de cette vieille technologie qu'est le livre. Ce média étonnant qui a la capacité de conserver une distance physique et psychologique objective entre le média et l'usager. Ça vous dit de tenter l'expérience ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.